Oui, bonjour, donc je suis Philippe Choisy, j'ai 51 ans, je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait 41 ans. Le tout début de l'origine du pugilat, c'est la Grèce. C'est des combats qui se font avec des cèses, donc des espèces de bandes qui ont été au fur et à mesure lestées ou pas, de plomb ou d'autres choses. Et moi, je suis issu de la canne, je suis prof de canne. Et ma boxe est très imprimée grâce à ma canne. On pourrait dire que c'est un mélange de boxe antique à quelques pourcents et de canne à quelques pourcents. En fait, c'est de la boxe mais avec un esprit d'escrime de bois. J'ai eu quelques bagarres réelles hors dojo et j'ai vite compris qu'il y avait quelques limites dans les techniques et dans l'esprit surtout. Sur les coups des 30-35 ans, j'ai commencé à me dire, bon ok, tu as fait ton boulot en sport de combat, c'est-à-dire que tu as vécu des expériences, tu as fait plein de compètes, tu en as gagné, tu en as perdu, mais somme toute, tu es toujours figé dans un schéma. J'ai switché et je me suis dit qu'il fallait peut-être passer sur quelque chose qui me convenait mieux à l'instant, et c'était plutôt une démarche vers la self-défense. Une des grandes choses fondamentales dans le pugilat, c'est le travail de coude. Pourquoi? Vous avez tous vu des gamins se battre à l'école? Hein, et ils arrivent, ils ne savent pas bien se taper, mais bam, 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 bam. Et voilà, regardez, instinctivement, c'est ça qu'on fait quand on est avoiné. Quand vous êtes par terre, vous prenez des coups, voilà, vous protégez la tête, et en protégeant la tête, vous avez les coudes. Et souvent, les gamins, regardez-les, hein, quand ils chahutent entre eux, ils font ça. Ah ouais, bon, t'as compris, hein, c'est moi le plus fort. Hein. Ah oui, aïe, 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 aïe. C'est ça, hein, les coudes, c'est mortel. Hein. Le truc, c'est de venir casser les doigts sur les coudes. Alors regardez bien comment je me protège avec mes coudes. Très important. Je ne me protège pas comme ça. Parce que là, regardez, s'il fait un ricochet, bing, je la prends. Donc, je vais légèrement lever mon coude, comme ça. Parce que là, s'il glisse dessus, voilà ce qui se passe. C'est le front qui va prendre. C'est quand même franchement moins douloureux que le nez. Souvent, on me demande quelle est la différence entre la boxe anglaise et le pugilat. On a beaucoup moins de règles qu'eux. Et puis, grosso modo, l'anglaise, c'est traverser la garde pour aller toucher l'autre. Nous, on a cette possibilité-là, mais on a également la possibilité de détruire la garde. Nous, on sert de nos poings comme des marteaux les 3/4 du temps. Et le reste, on travaille comme en anglaise, c'est-à-dire qu'on travaille le dur sur le mou et le mou sur le dur. Quand il n'aura plus de garde, ça va être beaucoup plus facile de l'avoiner. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous tapez marteau sur l'intérieur du bras, là. Vous voyez, dans cette zone-là, c'est très lourd. Quand vous frappez là 2-3 fois de suite, les bras ils s'effondrent parce qu'il y a une douleur assez lourde. Hein, ça diffuse. Vous avez les bras d'un seul coup, c'est des enclumes, ça devient vraiment dur. Hein. Alors je suis venu au pugilat grâce à un grand monsieur des arts martiaux historiques européens qui est Brice Lopez, d'ACTA, qui m'a un jour enseigné. En fait, on a été faire un stage chez lui et il m'a donné les premières graines, il a semé les premières graines du pugilat en moi. Et sur le coup, bon, j'ai trouvé ça super génial, mais comme d'habitude, moi, il me faut un peu de temps pour maturer tout ça. Donc, quelques mois plus tard, j'ai commencé à bien réfléchir à ce que j'avais vu avec mon expérience de boxe anglaise et de boxe française, puis aussi d'escrime. J'ai commencé à me dire, bon, ok, j'ai vu des trucs qui me plaisaient vraiment, des choses qu'on ne voyait pas trop ailleurs, mais je les sens un tout petit peu différentes parce que j'ai mon vécu, j'ai mon expérience, j'ai mes décennies d'autres choses à côté sur le monde japonais, dont je ne regrette absolument rien. Et j'ai commencé à vraiment enchaîner des mouvements de canne et quand on retire la canne, on s'apercevait que ça correspondait tout à fait à la gestuelle et au mouvement du pugilat. Et c'est pour ça que ma technique de pugilat est très proche de l'escrime. En fait, un escrimeur n'est pas du tout troublé. Un escrimeur, je m'entends pas un escrimeur sportif, un escrimeur de duel ou un escrimeur de bois n'est pas du tout perturbé par ça parce que la gestuelle, la forme de corps, tout y est. Et après, c'est juste une question de distance. Voilà. Le périmètre technique du pugilat, il est normalement les poings, les coudes, mais on va aller un petit peu plus loin parce que c'est toujours dommage de se priver d'instruments.
Donc là-dessus, on travaille. Alors là, pour le coup, pour moi, ce qui a été le plus efficace, c'était le côté boxe taille. Hein. Donc de temps en temps, en cours, on fait que pugilat et puis on y rajoute aussi tout ce qui est frappe relativement courte, comme les genoux, le tibia, mais aussi chasser, fouetter, mais plutôt assez rapproché. On utilise donc les coudes pour briser l'adversaire, les frappes de l'adversaire. On utilise aussi les poings, que ce soit en marteau pour ne pas se faire mal sur le dur, ou que ce soit comme en anglaise. On utilise parfois aussi un peu d'accrochérisme dedans. Alors si vous faites une frappe sèche comme ça, il y a une diffusion qui va rentrer mais directe, droite. Okay, si vous faites une frappe lourde, décontractée à la poulpe, hein, là déjà c'est beaucoup moins agréable, c'est une diffusion qui va rayonner. Elle est moins pénétrante, elle s'étale. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant en faisant ça. C'est d'effondrer la garde du partenaire. C'est-à-dire qu'au lieu de frapper pour lui faire mal, vous allez rajouter un deuxième facteur. Frapper pour lui faire mal et pour lui donner un dévers, c'est-à-dire qu'il soit dans une position pas très confortable. Mettons en garde. Voilà. Bam. Quand on combat comme ça, là, on est pam, pam. Ok, j'ai frappé, je vais arrêter parce que ça devient lourd. Ouais. Putain, il a deux bras, ouais, c'est Byzance aujourd'hui. Donc là, pam, voilà, là, voyez, je frappe et j'effondre. Donc pendant qu'il est effondré, ok. Fondamentalement, la différence entre la boxe anglaise et le pugilat, un boxeur de boxe anglaise va faire tout son possible pour traverser la garde de l'adversaire et pour pouvoir le toucher au corps, au visage. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que nous, justement, on peut traverser comme en boxe anglaise, mais aussi on peut détruire la garde. Et ça, c'est important parce que quand le gars, les bras s'effondrent, après, vous pouvez travailler soit en anglaise, soit en pugilat, selon l'opportunité. En fait, j'utilise tous les coups de boxe anglaise, plus les coups de pugilat. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux réunis. Si vous tapez comme ça, même lourdement, vous n'avez peut-être pas tout à fait optimisé les chances de l'affaisser. Si vous le faites de façon, attention, hein, faites pas ça de façon énorme, hein, ne faites pas ça, voilà, mais légèrement, baissez légèrement votre centre de gravité au moment de frapper. Pac, hein, voilà, pam, voilà, vous avez vu? Poum. Très légèrement. Hein. D'ailleurs, ça doit vous servir comme un ressort. Hein. Si je me suis écrasé légèrement, c'est pour mieux repartir. Ok? Donc, si vous voulez effondrer le gars, bam, bam. Je pense que le pugilat est efficace en self-défense parce qu'il agit sur des principes fort simples. C'est-à-dire, je me protège et tout en me protégeant, j'essaye de faire mal. Donc déjà, serait-ce que par des protections de coude, vous avez tout de suite une protection active. C'est-à-dire que je ne me protège pas pour me protéger, je me protège également pour lui faire mal. Donc déjà, ça, vous avez, c'est l'effet 2 en 1. Hein, vous avez, je ne prends pas le coup, mais en même temps, je fais mal. Et le fait de boxer sans gants vous remet dans un contexte réel où là, quand vous avez une grosse paire de gants que vous mettez devant vous, ça vous fait comme une sorte de coque de protection et il y a plein de choses qui passent plus parce que justement vous avez des gants. D'autre part, quand vous avez des gants de boxe et vous frappez sur quelqu'un, vous ne risquez pas la fracture parce que justement vous avez des bandelettes, vous avez les gants. Dans la rue, on ne se balade pas avec des gants de boxe. Donc, quand vous êtes dans la rue, vous êtes main nue comme ça, et là c'est justement le truc qui vous permet de vous battre sans vous fracturer les doigts, parce que qui s'est battu déjà dans la rue s'aperçoit très rapidement que les mains c'est ce qui prend souvent en premier. Si vous frappez dans le visage, même si vous le mettez KO, il y a souvent, vous voyez les gars qui se tiennent la main après comme ça et qui se frottent la main. Pour peu que vous tombez sur quelqu'un qui se protège bien, que vous loupez votre coup, vous allez vite très rapidement avoir des grosses douleurs, voire des fractures aux mains. Et là, le combat est terminé. Il va être sérieusement difficile à continuer. Donc, c'est ce côté aussi réel parce qu'on se bat sans protection au niveau des mains. J'essaie d'être à la limite de tout pour ne pas me priver de tous les plaisirs. C'est un sport de combat parce que je crois que dans tout ce qui est sport de combat, il y a l'incertitude, il y a la collaboration justement dans le manque de collaboration. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce que j'aimerais pas qu'il fasse. C'est-à-dire que le gars, il va essayer de feinter, etc. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le sport de combat. Ensuite, dans les arts martiaux, bon, souvent les techniques sont un peu plus violentes
mais elles sont assez souvent utopiques parce qu'elles ne sont pas utilisées réellement avec un vrai partenariat. C'est-à-dire que si le gars en face de vous, il est bien briefé, il travaille comme ça, parce que vous savez que c'est comme ça et comme ça, qu'il veut vous attaquer, donc vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. La réalité, pour moi, hein, c'est toujours le juste milieu entre le sport et les arts martiaux. Et effectivement, pour finir, ça se prête pas trop mal à la self-défense également, parce que en fait, on n'a que des critères pour boxer dans la rue sans trop se blesser et surtout en blessant l'autre. Alors, les cibles du pugilat, la priorité de la priorité, c'est toujours le visage, comme en anglaise. Parce que le visage, hein, c'est ce qui commande tout, donc c'est la centrale. Hein, donc vous coupez le son, vous coupez la respiration, vous coupez l'image, vous coupez tout en frappant sur le visage. Mais c'est pas parce que le visage c'est la cible principale qu'on touche pas le reste. En fait, nous avons le droit de frapper, et nous d'ailleurs nous prenons le droit de frapper sur tout le corps, aussi bien devant que derrière. C'est-à-dire que sur un partenaire qui vous tournerait le dos parce que vous l'avez fait tourner ou parce qu'il voulait faire une rotation, vous pouvez taper dans la nuque, vous pouvez taper dans les reins, vous pouvez taper aussi dans la partie basse, c'est-à-dire par exemple sur quelqu'un qui va venir travailler sur des coups de genoux. Rien ne vous empêche de fracasser comme un low kick en fait. Le poing, ça peut marcher comme un low kick. Vous pouvez taper très fort sur les quadriceps, ça fait super mal. Vous pouvez taper sur les parties intimes, vous pouvez taper sur les avant-bras pour effondrer la garde de l'autre. En fait, tout est possible. Ce qui est impossible, c'est de rentrer, d'extraire quelque chose, hein, comme un œil, une oreille, ou de rentrer quelque chose comme un doigt à l'intérieur du corps. Voilà. C'est les règles, d'ailleurs ce sont les règles antiques, c'est les règles qu'on se donne, c'est-à-dire ni rentrer quelque chose à l'intérieur du corps, ni extraire quelque chose du corps. C'est la zone dangereuse du cours. Donc je vais vous demander d'être hyper vigilant. C'est coude contre coude. Donc on va imaginer symboliquement que vous avez les deux mains liées, ou du moins elles ne peuvent pas s'écarter, donc vous pouvez que travailler comme ça. Ok? Et alors là, c'est super dangereux parce que quand on glisse, on risque de se le prendre là dans le nez. Donc je vous demande d'être très vigilant, de ne pas pousser trop fort les techniques et d'y aller tout en douceur. Voilà, ok? Travaillez qu'avec vos coudes. Hein. Vous imaginez que vous avez une chaîne entre les poignets et vous ne pouvez pas dépasser. Donc vous avez le droit à ça, 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 comme vous voulez. En redescendant, en remontant, vous avez le droit à tout ça. C'est du tricot. Que les coudes, pas les mains. Travaillez au-dessus, en dessous, passez par-dessus, enroulez. Détendez les coudes, ça sera bien mieux. Les sources historiques, elles sont nombreuses parce qu'on a beaucoup de chance. Nos ancêtres, du moins en tout cas les Grecs de l'époque antique, ont beaucoup dessiné sur des poteries, sur des lampes, on les voit très fréquemment, on voit des positions. À partir de ces positions, c'est simple, hein, quand vous avez une position, vous voyez très, très rapidement la finalité. Il y a quelques écrits, mais pas tant que ça, et d'ailleurs, beaucoup de gens essayent d'interpréter de façon bien souvent aléatoire. Et alors c'est pour ça que j'encourage les gens qui voudraient aller vers la source du pugilat, d'aller vers Brice Lopez d'Acta, qui lui est une source intarissable sur l'historique. Moi, la chose qui m'a lancé, c'est bien ça, le pugilat historique. Mais après, bon, comme je vous ai expliqué, il y a toute ma forme de corps, il y a toute mon expérience qui a fait que voilà, j'y ai mis ma petite graine à mon tour. Voilà. J'ai greffé quelque chose sur l'arbre du pugilat, voilà, la petite graine choisie. Soit il vient me saisir une nuque et un bras, voilà, et moi je vais essayer de travailler, voilà, tranquille, toutes les sorties, voilà. Soit il vient me saisir uniquement la nuque, et moi, à moi d'essayer de travailler les coudes, bam. Travailler souple, essayez de trouver les ouvertures. Voilà, bing, bam. Deux façons de saisir. J'accroche type judo, hein, lutte, judo. J'accroche type muay thai. Alors, hein, pareil, si vous saisissez, si vous êtes un partenaire sympa, vous travaillez sur la nuque. Si vous êtes un peu moins sympa, et moi je vous conseille de l'être un peu, prenez le haut du crâne, là, comme ça. Là, c'est beaucoup plus chiant.
Puis de temps en temps, vous lui redonnez un peu d'oxygène et vous retravaillez après. J'ai commencé à m'intéresser à l'accrochérisme en fait avant de connaître l'accrochérisme. Parce que, comme je vous disais, j'étais plutôt quelqu'un qui était dans les sports de lutte, hein, judo, jiu-jitsu. Et j'ai commencé à faire pas mal d'aikijutsu. Et je me suis aperçu qu'au final, on optimisait vraiment les techniques avec 3 fois rien en fait. Avec un petit levier sur un endroit bien douloureux, on arrivait à amener le gars où on voulait, bien souvent avec beaucoup moins de dépenses d'énergie et plus d'efficacité qu'en essayant de soulever le gars, de le pousser, de le tirer. L'accrochérisme, ça va vous servir à plein de choses. C'est comment positionner vos mains pour faire optimiser la douleur chez l'autre. Aussi bien en frappe, c'est-à-dire, vous savez, tout à l'heure, on a travaillé les pyramides, tout ça. Voilà, ça aussi, ça fait l'accrochérisme, ça peut être, en tout cas chez moi, aussi dans la percussion. Ça peut être aussi dans le frottement. Hein, voilà, par exemple, travailler sur les côtes, ça fait tout de suite mal. Ça peut être aussi sur les articulations. Donc, des fois, on arrive à, vous savez, en situation de lutte, on peut être comme ça, voilà. Hop, on prend un petit doigt. En lutte, je vais essayer de rentrer mes doigts dans les siens. Ça arrive de temps en temps, vous voyez les gars qui font ça. Et là, la technique, c'est de rentrer vos doigts comme si vous aviez des serres, vous voyez. Et là, une fois que vous avez pris ici, vous le pliez. Bam, bam. Et puis après, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Gérard Lecoeur, qui a écrit un bouquin sur l'accrochérisme, la lutte du bout des doigts ou casse-doigts. Et on en a discuté et une fois de plus, ça a mis du temps, comme d'habitude avec moi, je prends un peu de temps, je réfléchis, ça passe dans le cerveau, ça revient. Et quelques semaines plus tard, je me dis, mais en fait, je connais l'accrochérisme parce que je le pratiquais sous une forme japonaise et que, en fin de compte, c'est une discipline qui existait déjà en Antiquité. De toute façon, on a tous les mêmes articulations, que ce soit en Antiquité, que ce soit de nos jours, qu'on soit au Japon ou qu'on soit en France, on a tous les articulations dans le même sens. Et à partir de là, j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que je suis revenu dans la lutte, dans tout ce qui était lutte, j'ai regardé toutes les positions de lutte et j'ai vu j'ai essayé d'imaginer ce que faisait un lutteur ou ce que pourrait faire un lutteur dans des moments comme ça. Et très rapidement, donc, j'ai été me chatouiller avec d'autres lutteurs et j'aurais dit, écoute, bon voilà, tu fais ta technique, tu fais ton truc, tu t'occupes pas de moi, moi j'essaye de faire quelques trucs et on va voir si ça passe ou pas. Et là, ça a été une révélation, c'est-à-dire que les gars très rapidement étaient pliés. Bon, c'est normal, on ne jouait pas avec les mêmes règles, hein, j'avais rien d'extraordinaire. Eux, ils jouaient avec des règles et moi, j'avais d'autres règles qui permettaient de gagner. Mais ça, très rapidement, je me suis aperçu que même le gars, même le lutteur super en forme, qui était beaucoup plus fort, plus affûté que moi, eh ben, il était à 4 pattes comme tout le monde et puis il souffrait. Et après, c'était beaucoup plus facile pour moi d'enchaîner ça. Et donc après, on l'a décliné donc sur tout ce qui était doigts, mais ce n'était pas que doigts en fait. On l'a décliné aussi sur le visage et on l'a décliné après avec objet, parce que toujours dans ce souci de me rapprocher de quelque chose dans la self-défense. Une fois de plus, un objet, hein, que ce soit un stylo, que ce soit un couteau, que ce soit un briquet, que ce soit un porte-clés, bah, quand vous avez ça dans la main, vous êtes plus fort que quand vous ne l'avez pas. On était comme ça donc, hein, et on allait vers le bas. Maintenant, vous allez faire la même chose en allant vers le haut. C'est pas mal du tout parce que vous libérez le petit doigt et vous cassez le petit doigt. L'accrochérisme à la sauce Schola Martis, mon école, elle a comme toujours une base historique, hein, parce que voilà, c'est ma démarche, mais il y a une extension plus moderne, hein, parce que voilà, le monde a changé, parce que toujours je cherche à ne pas avoir de règles. Et oui, on pourrait un peu imaginer qu'on pourrait dénommer un peu l'école du vice. Bon, c'est vicieux, mais c'est surtout en fait des techniques très simples qui vous permettent d'optimiser l'efficacité d'un mouvement ou d'emmener quelqu'un ou quelque part sur un terrain qui vous est favorable et pas à lui, avec aucune règle. C'est-à-dire que, alors là, contrairement au pugilat où on n'a pas le droit d'introduire ni d'extraire, là pour le coup, en accrochérisme, c'est le pendant manquant, c'est-à-dire on a le droit de rentrer à l'intérieur et d'extraire. Déchirer une oreille, bien sûr, symboliquement en club, hein, ça reste quand même très courtois. C'est simplement, on s'entraîne à ça, rentrer dans la commissure des lèvres, ne pas hésiter même parfois à rentrer à l'intérieur d'une narine pour la déchirer, ou dans le trou de l'œsophage, ou des choses comme ça. Des choses qui vous demandent finalement un ratio énergétique très bas, très basse calorie, hein, beaucoup d'efficacité pour
peu de calories dépensées. Il faut penser en calories. C'est-à-dire que si je crame 1000 calories pour faire une technique, à soulever le gars, à le pousser, à le propulser, et j'en ai 10 à me battre avec eux, au deuxième, je vais être fatigué, au troisième, je vais être très fatigué, au quatrième, ça va être fini. Par contre, si avec très peu de calories, avec 10 calories, j'arrive à mettre un gars soit dans la douleur, soit dans le doute, soit soit il cherche à s'échapper de la situation douloureuse dans laquelle je le mets, là pour moi, c'est tout gain gagné. J'ai plus besoin de cramer beaucoup d'énergie. Non seulement déjà je lui fais très mal, donc déjà il fait plus n'importe quoi avec moi, il se permet plus de jouer le cacou. Il va commencer à se dire, oh là il m'a fait mal, donc je vais peut-être, je dis bien peut-être, un client un petit peu plus sérieux. Et puis à partir de là, c'est vrai, c'est pas très courtois, c'est pas très vieille France, mais c'est très efficace. L'accrochérisme peut aussi s'utiliser avec des objets. Des objets usuels comme un stylo, bon c'est vrai que c'est un stylo tactique, mais ça marche très bien aussi avec un bic. D'ailleurs, tiens, un briquet bic, ça marche très bien aussi avec. Toute la zone du visage, il y a plein d'endroits de faiblesse. Alors, un premier, c'est de rentrer dans la bouche comme ça. Là. Soit vous rentrez et vous vous servez, mais alors attention, il ne faut pas se faire mordre. Pour ne pas se faire mordre, en fait, il ne faut pas aller dans les dents, il faut racler sur les dents. Voilà. Je racle sur les dents et je me sers de mon stylo comme une pince. Okay. Un deuxième, c'est de venir aussi avec dans le nez, là comme ça. Okay. Je peux aussi m'en servir pour venir saisir la narine, comme ça, ou je peux aussi m'en servir comme ça. C'est vrai que ce sont des douleurs qui sont très aiguës, mais beaucoup plus aiguës qu'un coup de poing. Je ne dis pas qu'un coup de poing ça fait pas mal, mais la rayonnance est complètement différente. Et en fait, c'est surtout des situations, l'accrochérisme, que je préconise en lutte. C'est-à-dire que quand vraiment la personne vous colle très très proche de vous, vous n'avez plus le choix, voilà, vous avez peut-être même, tu vois, par exemple, si tu me saisis les avant-bras, j'ai plus grand chose à faire, il va falloir que j'essaye de venir accrocher du côté, sur un os, sur le nez, sur quelque chose, ce qui va vous permettre justement de vous dégager. C'est la petite fraction de seconde où la douleur va être très aiguë, et il va sortir et après, vous rentrez en boxe. Voilà. Ce que je recommanderais pour une préparation martiale pour un débutant, pour quelqu'un, même pas d'ailleurs qu'un débutant, même un confirmé, plusieurs critères. Le premier, ne pas rester dans le fantasme, je fais une technique de la haine qui tue et sur un partenaire qui va m'attaquer d'une façon codifiée, etc., etc. Et là, on rentre dans un schéma où finalement, on est très sûr de soi, on pense être très efficace, mais comme on est dans une connivence, comme on est dans une sorte de partenariat, on ne rentre plus dans la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est que le gars en face de vous, il va faire tout, mais tout ce que vous ne voulez pas. Deuxièmement, si vous ne testez pas un peu le combat, c'est-à-dire si vous ne rentrez pas dans l'incertitude du combat, c'est-à-dire qu'avec la peur, la douleur, quelqu'un qui va aller peut-être plus vite que vous ne pourrez jamais progresser. Il va falloir rentrer dans le sujet, c'est-à-dire souffrir un petit peu. Il faut toujours être raisonnable, il ne faut pas rentrer avec la tête éclatée tous les soirs et puis se dire « ouais, je fais un truc dans la rue, je vais être super efficace ». Il faut rentrer dans quelque chose où il y a de l'incertitude et de la technique, qui a un côté sportif dans le sens où il y a de l'explosivité, il y a de la combativité, il y a de l'incertitude, et puis cet équilibre où justement il y a des techniques qu'on n'utilisera jamais, qu'on n'utilisera pas dans la cage, qu'on n'utilisera pas sur un tatami ou ailleurs. Voilà. Il faut avoir ce bon équilibre des deux, où on n'est pas dans le fantasme et où on n'est pas dans les règles absolues et strictes et qu'on ne peut plus se dépatouiller de ces règles et ne plus pouvoir agir selon l'efficacité optimum de ce que vous pouvez donner.